Donc on va démarrer cette session de communication orale bien sûr, concernant la géomatique, qui sera animée par moi-même et M. Mousbahi. J'appelle Mariam Farag. Est-ce qu'il est présent? Aujourd'hui, je vais vous présenter notre travail sur l'évolution métamorphique des parallélismes statistiques de l'unité de Philadelphie et Calvin. Donc, trois domaines structuraux sont distingués dans le RIF. On a de la base vers le sommet les zones internes, ou bien le domaine d'abordant. Les nappes des friches correspondent au bassin maghrébin. On a les zones externes, en l'occurrence de la marge nord du plaque africaine, et la zone sud-brétique en Espagne. Donc les zones internes sont subdivisées en trois parties. On a de base vers le sommet les Scythides ou bien les Almoravides, les Comarides, les Malakites, et enfin la dorsale calcaire. Donc les Scythides sont subdivisés en deux ensembles d'économies métamorphiques. On a les Scythides inférieurs qui sont affectés par sont caractérisés par une évolution polyorogénique, hercynienne et alpine, surmontée par les Scythides supérieurs qui sont affectés par un métamorphisme de haute pression associé à la subduction alpine. Et merci pour votre attention. Merci. Vous avez respecté bien sûr le temps. Une ou deux questions, s'il vous plaît, si vous voulez. Sinon, je vais passer aux spécialistes. Si vous avez des questions, une ou deux questions. Oh là là, nous avons deux spécialistes. Pas tout à fait. Bon, si j'ai bien compris, vos unités, vous les avez calées avec la géothermobarométrie et vous avez déterminé un parcours d'abord prograde, ensuite rétrograde, je crois. Si j'ai bien saisi la chose. En passant vous avez parlé de plusieurs stades, M2, M3. Est-ce qu'il y a un M1? Oui, il y a un M1. De M1 à M2, qu'est-ce qu'il y avait? C'est dans le sens d'évolution ou bien? On n'a pas de critères bien visibles dans notre norme à propos de. Ah, donc vous n'avez pas de réaction? On ne peut pas directement faire la thermobarométrie pour le conventionnel de M1 parce que cette génération-là, on le trouve comme des inclusions à l'intérieur du grain. C'est ça pourquoi il n'est pas possible d'effectuer cette. Et de M2 à M3, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une décompression. Ah, c'est là qu'il y a l'exhumation. L'exhumation, c'est ça. L'exhumation oligomyocène. D'accord. Suite à une extension? Extension, oui, c'est un détachement extensif. Ça va, merci. Bonjour à tous. La communication d'aujourd'hui est intitulée Cartographie des zones inondables des bassins versants du Sceau, des cycles et du processus hiérarchique analysé AIH. Avant de commencer, le point qu'on va suivre, c'est une introduction générale suivie par la présentation de la zone discute, données de votre nationalité, résultats et discussions, finalement avec une conclusion générale. L'objectif de notre travail. Dans cette présentation, nous nous concentrons sur l'utilisation de l'analyse IHP et du système d'information géographique ici pour identifier les zones inondables dans le bassin versant du Sceau. Merci pour votre attention. Merci M. Sama pour cette présentation. On continue, donc on passe à des questions si vous avez des questions, une ou deux questions, avant de passer à notre présentation. J'en ai une. Est-ce que, pour optimiser un petit peu le travail, est-ce que vous avez pas fait un test sur un sous-bassin? Parce que pour le bassin de Sceau, c'est un grand bassin, donc, et pour, bien sûr, un bon test, il fallait mieux, donc, à mon avis, de tester cette approche sur un sous-bassin pour voir un petit peu la réalité du travail. Donc, vous n'avez pas. Non, le problème, j'ai fait des tests sur les provinces. Mais comme vous savez, les provinces ne sont pas des bassins. Afin d'obtenir des résultats optimaux, il faut qu'on fait des tests sur les bassins. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter, je vous
doctorant au sein du laboratoire écologie fonctionnelle d'ingénierie de l'environnement à l'ESTS. Donc déjà, j'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui de partager avec vous cette présentation dans le cadre du congrès CIEM 2023, donc qui porte sur l'intégration de la télévision et de la transfert automatique pour la cartographie écologique, état de l'art. Donc, dans cette présentation, je vais vous guider par le biais de ces diapositives, se basant sur le plan suivant. Donc, déjà, dans un premier lieu, on va commencer par introduire notre étude de manière générale. On va passer par la suite à l'accord des données de détection et bien puis algorithme d'un processus automatique pour la cartographie écologique. Et merci de votre attention. Des questions, Aziz? Je viens d'arriver, je sais. Est-ce que vous avez vérifié sur le terrain? Les données sur le terrain? Donc déjà j'ai une état d'art, mais déjà j'ai travaillé sur le proche sur la région de Baboudé, dans le master. Donc il est applicable bien sûr l'intelligence artificielle pour la cartographie. Mais ça reste toujours le terrain sur le terrain. Ah bien sûr, c'est normal. De voir présenter quelques parties de nos travaux qui portent sur la dynamique sédimentaire, analyse granulométrique, microscopie de minéralogie. La thématique reste la même, mais j'ai changé la zone ici. Cette fois-ci, je vais parler sur la ville du Tahra. Ce travail est dirigé par le professeur Hassan Tibiaoui, département de Nasruddin Azzouzi. Comme introduction à ce travail, on va parler sur les explications qui s'accentuent durant les dernières années, surtout dans les régions du sud marocain. C'est un problème environnemental et socio-économique très grave auquel le monde est confronté. Il est le résultat d'un déséquilibre entre l'environnement et les ressources qui conduit à la destruction du système, ressources environnement, mais également en danger la stabilité et le développement durable du système économique selon nos règles et ses collaborateurs en 2018. C'est PAS, merci pour votre attention. Ok, j'ai juste une petite question, c'est la dernière. Est-ce que vous pensez d'aller plus loin dans l'étude? Car les sables de Dakhla sont les mêmes selon la direction du vent qui arrive à Merzouga, qui traverse même le Méditerranée, qui arrive jusqu'aux les côtes sud, Côte d'Azur, vers Montpellier et tout. Est-ce que vous pensez, car vous, dans un slide, vous avez dit que c'est d'origine granite-rhyolite. Vous pensez d'aller plus loin, d'analyser les minéraux lourds, surtout les analyses isotopiques, pour voir l'origine des sables. Où vient le sable, l'origine? C'est quelque part au sud, mais où? Oui, on va mener une étude par séquence. On va dire qu'on va convertir l'échantillon sous forme solide en forme liquide pour faire une analyse séquence pour déterminer les éléments chimiques qui sont présents dans nos échantillons. On va les placer dans les diagrammes pour définir de quoi il s'agit, la source. Ça, je pense qu'il va donner juste la nature de la roche source. Oui. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il vient du Niger, du Sénégal et tout? Il faut, je pense, faire. Il y a pas mal de zircons dans le sable de Dakhla, surtout dans le sable de Merzouga associé. Il faut faire de l'analyse isotopique et. Oui, peut-être c'est un. Mais il faut de l'argent. Oui, si on a de l'argent, on va faire l'analyse. D'autres questions? Non, merci. Hello everyone, my name is Najat Windel. I'm a PhD student from Qabailed University. I'm glad to present to you our presentation that will be about the assessment of rainfall erosivity based on 3 satellite products in a semi-arid area, taking the case of Tensif watershed. Rainfall erosivity, or commonly referred to as the air factor, is the capacity of raindrops or rainfall to generate soil erosion. An accurate assessment of this factor requires an important rainfall dataset with a high spatial and temporal resolution, which make it very complicated to accurately quantify or map rainfall erosivity, especially in developing countries, due to data scarcity. That's all. Thank you for your attention.
Voilà, bonjour tout le monde. Là, je vous présente l'état d'avancement du travail dont l'intitulé est Contribution de la télévision spatiale dans la cartographie des zones potentielles dans la région des Sénégal, centrale massif-hercynienne du Maroc. Voilà, le plan il se présente comme suite. L'introduction, plutôt contexte géologique, méthodologie, cartographie des zones d'altération hydrothermale, cartographie de la complexité structurale et une combinaison des résultats. Voilà, le massif central hercynien correspond à la partie septentrionale de la meseta occidentale. Il laisse apparaître une série lithostratigraphique allant du Cambrien jusqu'au Permien, recouverte en discordance par des dépôts mésozoïques et cénozoïques. Le massif est découpé dans sa globalité en unités anticlinoriales et synclinoriales. Voilà, ces unités sont orientées généralement nord-est sur sud-ouest. Voilà, de l'est vers l'ouest, on distingue l'anticlinorium d'Azornifra, le synclinorium Foral-Tet, l'anticlinorium Khorib-Beremens, synclinorium occidental et l'anticlinorium de Casablanca faisant partie au Molkouti. Voilà, merci de votre attention. Merci, Sionis. Les questions. Vous avez essayé de faire la superposition de ces cartes, votre résultat de l'étude, avec une carte géologique existante déjà pour voir là où il y a des indices minéralisés pour au moins sortir ou bien contrôler les résultats de l'altération hydrothermale. Oui, bien sûr. Il y en a dans la carte géologique de la zone, il y a déjà des indices de la minéralisation qui sont cartographiés par le ministère des Mines et ils se coïncident parfaitement avec ces altérations. Je vais vous montrer la carte géologique. Voilà qui est déjà. Je pense qu'il y a des travaux en métallurgie qui ont été faits dans le Maroc central. Vous pouvez aussi consulter ces documents et voir les minéraux d'altération. Est-ce que ça coïncide avec les D'accord, je vais juste vous montrer ces indices qui sont déjà cartographiés par le ministère des Mines et qui sont alignés au niveau du contact du temps granique en question. Je vais commencer tout d'abord par une introduction, objectif du travail, zone d'étude, résultats et conclusions. L'exploration minière regroupe l'ensemble des opérations nécessaires à l'acquisition des connaissances servant à l'évolution qualitative et quantitative d'une substance minérale. L'exploration nécessaire à l'application des multiples disciplines scientifiques comprend notamment géologique, géochimique, géophysique, hydro, géotechnique, géostatistique et modélisation. La télédétection peut contribuer de plusieurs façons à l'exploration minière. Notre objectif, c'est d'évaluer l'apport de la télédétection à l'exploration minière dans la recherche de délimiter les zones riches en phosphate, cartographier les zones phosphatées, obtenir des informations locales et régionales sur la distribution spatiale de la roche phosphate. Merci. Ok, c'est Noël. Toujours face à des questions. C'est des questions. Plusieurs choses. Pour la détection, bien sûr, on met l'application de la détection pour les minéraux. Est-ce que vous avez des questions? Ah ouais, je te félicite pour le travail. C'est quoi l'objectif de ce travail? Faire une carte géologique aussi. Juste faire une carte ou bien trouver un signal spectral pour les phosphates? Non, j'ai déjà la signature spectrale. Et
de faire la cartographie de la zone phosphate. L'objectif, c'est de faire la cartographie pour la région de Frigor, du clé phosphate. Et solide, bien sûr industriel, ce qui va influencer directement d'une manière négative sur la qualité et bien sûr l'écosystème aquatique. De plus, les points de rejet des eaux usées domestiques augmentent jour après jour et qui sont rejetés directement vers le cours d'eau principal sans avoir un traitement préalable. Bien sûr, ce qui va influencer sur la qualité des eaux. Et par conséquent, l'utilisation de ces eaux, quel que soit dans l'irrigation ou bien dans les eaux potables, va provoquer des problèmes pour la santé humaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'en ai une. C'est bien donc pour la qualité, mais ce qui est plus grave pour la qualité, c'est les éléments transmétalliques, les métaux. On n'avait pas fait des analyses concernant ça. Ce sont les plus dangereux, parce qu'on sait bien que les métaux, bon, à petite concentration, c'est pas grave, mais par l'accumulation, et on sait bien pour les sidérants, ils accumulent ces métaux et ils deviennent néfaste pour l'environnement et pour la qualité de l'eau. On a effectué des tests pour les métaux qui peuvent être présents au niveau de nos échantillons. Et parmi les métaux ou bien les éléments qu'on a trouvés, c'est le fer, le cadmium et le plomb, mais ils présentent avec la comparaison avec la grille de la qualité. Et je peux dire qu'ils sont dans les normes. Ok. Je crois juste une petite question. Vous allez pas me dire pour les biologistes, parce que ça concerne même les biologues. Parce que lorsqu'on parle de la qualité des eaux, et en amont, vous dites que vous avez des rejets des eaux usées. C'est ça. Donc on a le problème de bactériologie. Donc il faut quand même faire une étude, un volet sur la bactériologie. Est-ce qu'ils sont de très bonne qualité ou non? Parce qu'il y en a des bactéries ou autres qu'on ne peut pas utiliser. N'importe quelle culture en agriculture ne peut pas l'utiliser. Donc j'ai déjà effectué des tests bactériologiques au niveau de la région, mais heureusement pour nous, il ne présente aucun risque. Bien sûr pour la consommation de ces eaux et même pour l'irrigation. La plupart des bactéries, il y a des types de bactéries qu'on les a analysées, ils sont dans les normes. Bien sûr, on les a comparées avec la grille de la qualité des eaux de surface. C'est donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer bien sûr cette séance et bien sûr, demain, Inch'Allah. Donc, merci de votre présence. On va clôturer la séance. On a des séismes qui sont superficiels et des séismes qui sont plus ou moins profonds, puisque nous avons un contact qu'on appelle la subduction, et les séismes se répartissent le long du pont de Bénior, là où il y a la subduction, et les séismes donc, se répartissent depuis la surface jusqu'à la profondeur. Voilà en ce qui concerne la relation entre la tectonique et les séismes et les causes qui font qu'il y a cette dérive des continents, ce mouvement des plaques atmosphériques qui fait qu'il y a de l'énergie accumulée. Je donne la parole à M. Afonda pour la suite et je reprends après pour le séisme de l'Agence. Merci, professeur Al-Nazmi, pour cette large introduction concernant la technologie des plaques. Donc, professeur Moustapha Afoda, qui va nous parler d'une façon générale sur les séismes. Donc, professeur Moustapha Afoda, c'est des titulaires déjà
en hydrologie et géophysique à l'université de Liège, Belgique, en 1994. Il est aussi titulaire d'un doctorat d'État en géologie appliquée à l'université de Liège entre 1993 et 1994. C'est un ancien professeur à l'université de Moulay de Gnas, exactement c'est la FST de Rachidia, depuis 1994. Actuellement, c'est un professeur à l'université Mohamed Koumié d'Oujda, et plus exactement, c'est la faculté polydisciplinaire de Nadal. C'est un ancien chercheur à l'université de Liège de 1989 à 1993. C'est un conférencier à l'université de Lille en France à 2 reprises, en 2011 et en 2012. Donc, ce professeur Mustafa Koudat, à vous la parole pour s'enchaîner à cette conférence. Bonjour à tout le monde. Je vais enchaîner sur ce qu'il a dit M. Hachmi. Donc, il est destiné, une telle conférence est destinée au grand public. Donc, c'est un peu du mécanisme. Qu'est-ce que c'est qu'un séisme? Donc, M. Hachmi, il a un peu abordé la tectonique de plaques. Et si j'ai choisi un titre, c'est-à-dire vous avez les ondes sismiques. On n'a pas que des catastrophes et des désastres, mais on a quand même en surface, on a une sorte d'exploration en profondeur, c'est-à-dire grâce au séisme, on a pu quand même développer les techniques qu'on va voir. Bon, donc avant de passer à ceci, donc vous avez le séisme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un séisme? En fait, c'est le tremblement de terre, tout simple. Donc, il y a la naissance d'un ébranlement qui se suscite, parfois brutal, parfois modéré, qui est directement lié à la rupture de roche en profondeur, et vous avez relâchement de ces roches géologiques, donc on va voir qui est lié à ce qu'il a dit M. Hachmi, donc au mouvement des tectoniques de plaques, et après vous avez la libération de cette énergie qui est parfois très très importante, donc ça dépend, on va voir la magnitude de séisme en question. Et vous avez ici une petite rappel que les séismes, on peut avoir des séismes, c'est des séismes naturels, qui sont des séismes généralement catastrophiques, qui sont liés, comme on a dit, c'est de type géologique, si vous voulez, liés à la rupture des failles, à la rupture de rochement des failles. Les failles, ce sont anciennes ou bien la réactivation de failles anciennes ou bien de nouvelles failles. Et vous avez aussi des séismes naturels qui sont liés, bien sûr, aux volcans, glissement des terrains, des effondrements dans des milieux des pays karstiques, etc. Je vais reprendre mon speech de tout à l'heure à ce niveau-là. À l'échelle globale, on a dit tout à l'heure que le globe terrestre est formé par plusieurs continents bien plaques. Vous voyez bien sur cette photo-là, ils sont séparés par le dorsal, le milieu atlantique, etc. Donc vous avez la plaque africaine, asiatique, américaine, etc. Je reprends cette figure de tout à l'heure pour vous rappeler la répartition à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, de la répartition des séismes qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est pas la peine de revenir. Maintenant, à l'échelle du Maroc, si je vous présente la carte sismogénique, on distingue 3 zones. Il y a la première zone 01 qui correspond à l'Anti-Atlas et au Meseta, qui renferme des terrains du Précambrien et du socle paléozoïque, qui sont des terrains érodés, pénétrénés et stables. Donc on n'enregistre pas beaucoup de séismes. Donc c'est ce qui est ici, si vous voulez, là, la Meseta occidentale et la Meseta orientale.
Deuxième zone, ce sont les atlas. Alors les atlas, c'est en jaune. C'est une zone qui correspond à des chaînes intracontinentales récentes appartenant à l'orogénèse alpine. Donc ce sont des zones toujours en mouvement. Pourquoi? Parce que c'est une orogénèse récente et il y a toujours des mouvements qui permettent le surélèvement de ces schémas comme le atlas et le moyen atlas. Troisième zone, c'est la zone 3 et 4. Ça correspond au rift, la zone riffaine et à la zone du Sousse. Cette zone-là, ces deux zones-là correspondent à un contexte de collision entre l'Afrique et l'Euro-Asiatique et un contexte également de faille transformante, aussi au niveau du détroit de Gibraltar par le biais de la faille de Galtel-Gibraltar-Tel. C'est une faille transformante qui vient de l'Atlantique au sud du Portugal, etc. Il arrive au niveau du détroit. Et la faille sud-atlantique, sud-euro-atlantique qui est également une faille continentale d'expansion, si vous voulez, jusqu'à la Tunisie. Et c'est la continuité de la faille transformante qui vient de l'Atlantique. La prévention, tout simplement, c'est l'éducation. C'est éviter les constructions sur contours alluvions et l'adoption des normes parasismiques. Il paraît que le séisme du Japon a accordé en 1995 de magnitude 7. Il a provoqué 6 000 victimes au Japon qui est habitué à ça. Pourquoi? Parce que la municipalité de Kobe avait autorisé des normes de magnitude 5. Ils ont sous-estimé leur région. Et donc il faut des normes parasismiques et merci. Merci. Ce soir, donc, il y a bien sûr un problème technique et il y a beaucoup d'informations, donc on ne peut pas bien sûr tout dire. C'est du problème et on s'excuse une deuxième fois. Donc on termine cette conférence. Donc on enchaîne avec la deuxième présentation qui sera assurée par notre cher et estimé professeur Desma José. Donc professeur Desma José est docteur en chimie, spécialité électrochimie de l'Université de Paris 7 en 2003. Donc il a effectué plusieurs stages post-doctorat, notamment au laboratoire de réactivité de chimie des solides d'Amiens, l'Institut des matériaux de Nantes et l'INRIS du Québec au Canada. Donc professeur de l'enseignement supérieur à la faculté polydisciplinaire d'Alchibia en 2006, donc de 2006 à 2014, et professeur donc, à la faculté polydisciplinaire de Zaza depuis 2014. Donc, professeur Brice est auteur de 40 publications scientifiques internationales, 3 brevets, plusieurs communications dans des congrès internationaux. Donc, ses travaux de recherche portent majoritairement sur les batteries au lithium, sur le stockage de l'énergie électrochimique. Donc merci beaucoup. Merci également. Pardon, excusez-moi. Ça panique là. Mes chers collègues, mes chers professeurs, mes chers étudiants, je vous dis bonjour, bienvenue. Alors, bon, je vais commencer. On réfléchit un petit peu parce que là, je dirais, qu'est-ce que je vais présenter? Je vais essayer de présenter aujourd'hui une partie de mes recherches que j'ai commencé depuis quelques années et également une autre partie de recherche qu'on s'est adapté au Maroc, en particulier à notre faculté, qui est la faculté polydisciplinaire du TASA, et de dire qu'est-ce qu'on peut développer ici et ne pas s'éloigner de mes objectifs ou bien également mes spécialités. Donc, pour la présentation, j'ai choisi traitement et valorisation de ce produit. Alors, je vais parler de deux thématiques. La première thématique, ça va être un petit peu mon bébé. Je dirais mon bébé, c'est le silicium, le silica
silicone. Le silicium que j'ai travaillé beaucoup avec l'Institut de matériaux de Nantes et également avec l'INRS du Canada. Et le silicium, c'est un alternatif, je l'expliquerai un petit peu derrière, c'est un alternatif du carbone. C'est un petit peu, voilà, peut-être un petit peu expliquer un peu comment ça fonctionne les batteries. C'est un peu la génération des futures batteries, en particulier pour l'application concernant la voiture électrique. C'est un peu le challenge. Le deuxième sujet, c'est un petit peu ce que nous avons développé ici dans notre chère faculté polydisciplinaire de TESA, en collaboration avec les collègues, avec le professeur Amaroche. C'est un petit peu notre bande ici, on a recruté de la biologie. Également notre cher professeur Sinoun et les deux jeunes Ahmed et Mohamed. Également, je n'oublie pas également c'est la partie qui est dans ce projet. Le projet principalement est effectué par les deux chers thésards, c'est Imad Alouis qui devait être présent quelque part ici, ainsi que c'est le Haj Mohsin. Donc ce thématique un peu, c'était une idée qui s'est arrivée entre biologistes, chimistes, biochimistes, procédés, et de dire qu'est-ce qu'on peut développer ici. Donc on a fait à peu près pareil ce qu'ils font tous les Marocains. Donc on a réfléchi un petit peu autour de notre ville. Notre ville de TESA est très très connue par l'industrie olicole, donc on a réfléchi un petit peu à valoriser tout ce qui est grillon d'olive, un petit peu on s'est écarté dans les pailles, et ainsi de suite. Donc c'est cette partie que je vais présenter un petit peu la valorisation de ce produit, ainsi que la production des matériaux. C'est un petit peu ce que nous souhaitons faire ici, c'est d'aller vers des applications plus innovantes et un petit peu s'éloigner un peu du classique. Donc, je vais commencer d'abord par mon petit bébé. Mon petit bébé qui est le silicium, que je dirais toujours qu'on travaille toujours dessus, c'est-à-dire qu'on remplace le graphite par le silicium. Alors, pourquoi choisir le silicium? Le silicium, c'est un matériau d'alliage qui devait être plus performant que le graphite ou le graphite. C'est-à-dire, dans notre jargon, voilà comment je vais présenter les choses, c'est que si on remplace le silicium par le graphite par le silicium, pardon, ça veut dire si je vais vendre un portable aujourd'hui, si vous allez décharger votre portable, ça va être à peu près, si vous utilisez un portable en continu, c'est entre 2 heures et 4 heures. Alors si vous remplacez le silicium par le graphite, normalement ça devrait se multiplier fois 10, ce qui veut dire que les 4 heures ou les 2 heures, ça deviendra 40 heures. Donc si je vends un portable, je dis que votre portable va se décharger au bout de 40 heures, je pense que vous serez très très content. Bon, généralement pour l'instant, tout ce qui est mobile, ça marche. Mais c'est sûr que la grande application ici, c'est surtout au niveau de la voiture électrique. Ça veut dire, c'est de faire parcourir avec une voiture ou tout ce qui est véhicule au moins les 700 ou 1000 km avec un plein, ce qui veut dire pour la voiture électrique avec une charge. Donc, le principal, c'est que ça, ici, c'est l'intercalation au niveau du graphite. Là, ici, c'est l'intercalation où la réaction correspond pour l'alliage de silicium. Alors, là, ce que j'ai présenté, tout ce qui est bon. Là, le malheur ici, c'est que le silicium, il ne fonctionne pas très très bien. Pourquoi? C'est parce que l'IA, si voilà, il nous a parlé un peu de ça, c'est au cours de cyclage, l'insertion de lithium, il y a une espèce de expansion au niveau de la particule, après éclatement, etc., etc. Et après, c'est que la batterie, elle est morte. Alors, comment on a procédé un peu le problème? Le silicium, c'est le cœur. On a regardé un petit peu tout ce qui est autour de cette batterie. Donc, moi, je vais me focaliser sur trois cas, c'est parce que je voudrais juste aller vers le côté de valorisation. Donc, si on prend le silicium, on a le matériau carboné, ou la partie conductrice, le binder, le lion, etc., etc. Je ne vais pas tarder parce que pour aller faire vite, si vous avez besoin des informations, je serai disponible. Alors, si
je prends par exemple le cas de Benden, ça veut dire de Lyon. De Lyon, ici, il entre un petit peu dans le système, ça permettra d'amortir d'amortir un peu le choc entre les particules lors de la charge et la décharge. Alors, dans le cas classique, traditionnellement, on utilise le PVDF. Le PVDF, c'est un matériau, c'est un polymère synthétique, mais qui est non renouvelable. Alors, nous, quand on est arrivé, on a remplacé le PVDF par des matériaux de cellulose, en particulier aussi de la cellulose, c'est la carbonméthylcellulose. Cette carbonméthylcellulose, au niveau des performances électrochimiques, ça a beaucoup amélioré au niveau de performances électrochimiques. Ça fait un énorme plaisir de faire partie de cette équipe de recherche, sans oublier les deux doctorants, Céline et Mohsin. Donc, faute de temps, on passera directement à notre troisième conférence avec le professeur Saïd Wali. Donc, chers collègues et doctorants. Donc, je suis honoré bien sûr ce matin pour vous présenter le professeur Saïd Wali en tant que modérateur de sa conférence intitulée The Forgotten Elements in the Environment and Plant Production. Alors, avant de lui laisser la parole, donc je vais tout simplement, bien sûr, donner la perspective du cursus du professeur Saïd Wali. Bien sûr, qui a, donc après avoir fait une thèse de doctorat en France en 1999, dans l'université de Caen, bien sûr, face à Normandie. Donc, ce doctorat a été autour, bien sûr, de l'étude des interactions entre l'absorption de l'azote minéral et la mobilisation des réserves azotées. Par la suite, il a, bien sûr, donc, bien sûr, elle a travaillé dans le domaine du privé, au niveau de certaines institutions comme l'ISPORT, l'Institut bien sûr supérieur de formation en sciences et techniques, mais aussi une autre start-up qui est autour bien sûr de l'agroalimentaire, Hygiénis. Et puis après, bien sûr, de là, elle a travaillé dans le CNESTEL, donc le centre, je dirais, nucléaire de l'énergie et des sciences et techniques nucléaires. Et par la suite, à partir de 2003, donc elle a atterri bien sûr à la faculté pluridisciplinaire en 2003, dans laquelle elle a bien sûr, je dirais, dirigé le laboratoire, laboratoire d'environnement et du patrimoine et du développement durable, mais aussi bien sûr elle a occupé le poste de chef département de biologie. Mais bien sûr, donc à lui on doit bien sûr l'installation d'une serre, bien sûr, dans le cadre d'un projet Arimet, en plus d'un projet bien sûr, je dirais primaire, en collaboration avec la FST de FES, mais aussi bien sûr de l'École nationale d'agriculture à Meknès. Donc bien sûr, malheureusement, depuis l'égalité, bien sûr, cette année, bien sûr, pour aller à la faculté des sciences, bien sûr, à la faculté des sciences d'Albès. Donc je vous donne bien sûr la parole, bien sûr. Donc, moi je vais vous présenter autre chose pour ce qui a été dit. Donc, là, j'ai appris une chose ce matin. Je me demandais pourquoi mon ami Bazozi est jeune, joyeux, toujours souriant. Apparemment, il mange des gâteaux. Les gâteaux consommables, on commence à en manger pour avoir la même santé que notre cher ami Idriss. Alors, en ce qui me concerne, donc là, quand on m'a demandé de faire une conférence aujourd'hui, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir leur présenter et sur quoi je vais parler. Donc moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler pas de résultats scientifiques, ni de projets de recherche, mais surtout d'une problématique. D'une problématique qui est survenue au monde et qui pourrait faire des dégâts les années à venir. La problématique, c'est la disparition et la rareté d'une ressource naturelle, qui est le soufre. Alors, le soufre, vous savez, c'est le quatrième élément
nécessaires à la croissance des plantes après le NPK, azote, phosphore, potassium. Et c'est le 8e élément dans notre corps humain. Et parmi les sources du soufre, nous avons les sources naturelles, à savoir les volcans. Les volcans volcaniques et les gisements de soufre qui sont présents de façon naturelle, mais surtout, c'est l'activité anthropique, l'activité des humains, qui a engendré une forte augmentation du soufre de l'atmosphère. Vous imaginez par quel moyen? C'est par la pollution. Donc tout ce qui est combustible fossile, tout ce qui est industrie, centrale thermique, production d'électricité, des transports, nos voitures, ça rejette du dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Ceci, ça a engendré une accumulation de soufre dans l'atmosphère. Le soufre pour les plantes, c'est un élément principal qui sert à la synthèse des protéines, et principalement deux acides aminés parmi les 20 qu'on connaît, à savoir la cystéine et la méthionine, qui sont les acides aminés soufrés. Bien sûr, la synthèse de la chlorophylle. Ils interviennent, comme on vient de dire, dans la synthèse des protéines, donc c'est les enzymes, qui dit enzymes dit activité métabolique. Donc tout le métabolique cellulaire serait confronté à la disponibilité du soufre. Et bien sûr, la tolérance au stress oxydatif. Quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il fait sec, il y a des radicaux libres qui sont produits dans la cellule. Et c'est grâce à une molécule qu'on appelle le glutathion, qui est soufrée, qui intervient dans le système de détoxification, dégradation du cerveau. Et bien sûr, la plante a un rapport N sur S qui est presque X, autour de 15. Au niveau de l'agriculture des plantes, de l'agriculture, si on a des plantes avec une physiologie, un développement optimal, on aura une agriculture bien productive. Donc, comme je viens de dire tout de suite, c'est le 4e élément après MPK. Donc, pour avoir un bon rendement, des qualités technologiques essentielles, bon, il faut des soufres. Il y a des travaux qui ont été publiés récemment sur la technologie des graines de céréales, la technologie de la farine. Il y a des problèmes parce que les farines manquent de soufre. Donc les graines produites à partir des cultures déficientes en soufre ont rencontré des technologies pour la transformation du pain et de la boulanger. Est-ce que la durée d'un séisme, il varie en fonction de l'intensité de... Comment vous appelez ça? La durée. L'accumulation. Non, la durée, la durée du séisme. Parce que la durée, tout simplement. J'ai vécu le séisme en 2004 ici à Taza. Le séisme de 2004 à Taza, je l'ai vécu. Oui. Est-ce que cette durée-là varie en fonction de l'intensité du séisme? Tout à fait. Il n'y a pas de chiffres et de choses absolues là-dessus, mais il est logique qu'en fonction de la magnitude du séisme, plus elle est grande, plus la Terre a du mal à se dissiper, à évacuer cette énergie. Et donc il est possible qu'elle perdure quelques secondes de plus. Mais sinon, le séisme, d'une façon générale, il ne dure pas une minute, quelques secondes. Le séisme d'El Haouz El-Majid au 3e étage, j'ai bien senti la conquête aller dans ce sens, puis dans ce sens-là, mais pendant une fraction de 2 secondes peut-être. Et ça y est, tout le monde de l'immeuble, tous les habitants de l'immeuble sont sortis pour la rue. Et ça dure quelques secondes. Mais si jamais il y a une magnitude plus grande, il se peut qu'elle s'étale sur quelques secondes, mais il ne faut pas se dire. Parce que justement, quand on était dans la rue, le 8 septembre, les habitants hésitaient entre rentrer chez eux et passer la nuit dans la rue. Mais quand les stations sismiques ont donné le résultat, que ce soit marocaine ou bien américaine, comme quoi il y a eu le Big One, il était à Al Haouz, entre Marrakech et Agadir, et Taoudat, la magnifique la voilà. Personnellement, j'étais rassuré. Moi, j'ai dit à ma famille, à mes voisins, qu'il y aura des répliques sûrement,
mais c'est des répliques de moindre magnitude. Sinon, le big one, si c'est le big one, ça y est, c'est fini. Et il a duré quelques secondes et c'est bon. Ok, donc merci beaucoup. Donc, malheureusement, nous sommes dépassés par le temps. Donc on va s'arrêter pour une petite pause de 20 minutes, 15 minutes. Pour bien sûr récupérer l'ensemble. On commence par la première présentation de Madame Chélier. Merci monsieur de m'avoir donné cette opportunité de présenter mon travail de recherche intitulé Évaluation expérimentale de l'émission de la corrosion de l'acide au carbone par un nouveau dérivé du thiazolidine dans un électrolyte d'acide chlorhydrique qui sera abordé selon le plan suivant. Donc je commencerai par présenter une introduction générale sur la corrosion. Je passerai ensuite à la partie à une brève description des différentes techniques utilisées dans cette étude. Par la suite, je passerai à la partie discussion des résultats obtenus et enfin je conclurai par une conclusion et perspective. Donc la corrosion, c'est une dégradation d'un matériau par interaction chimique ou électrochimique avec le milieu environnant. Et il existe bien sûr plusieurs types et formes de corrosion. Nous nous sommes intéressés dans notre travail par la corrosion électrochimique qui est due à une réaction d'oxydoréduction irréversible d'un métal avec un agent oxydant qui est modélisé par l'équation suivante. Métal plus agent oxydant donne métal oxydé plus agent réducteur et qui est expliqué par la figure suivante qui montre une oxydation anodique du fer qui se transforme en F2+, avec libération des électrons qui seront captés par les ions H+ pour se transformer en H2. Merci beaucoup. Attention. Thank you, sir. Good morning, dear attendees. All the pleasure is mine today to present an extract of my work in the name of Advanced Material and Process Engineering Laboratory affiliated with Ibn Tufayl University under the following titles. So, as you know, defending metals from a strong, spontaneous phenomenon as corrosion that cause harmful damages on economic as well the environment as well the economic sides is built to a large extent on the adsorption process that refers to a unique operation with the metal forces and the molecule concentrations to form a uniform and interface layer that expressed by two kinds of interactions, physical interactions and chemical interactions. I'm a bit confused about you have said, if I'm not mistaken, you have said that pyrazole are eco-friendly. How do you explain that? First of all, they're not natural products. What? Pyrazole are not natural products. No, it's not natural, but his structure is not toxic at all. Aujourd'hui, je suis là pour présenter l'essentiel de mon travail intitulé l'étude des propriétés anticorrosives de la molécule de carbone gazé en utilisant des méthodes électrochimiques et des méthodes théoriques concernant la DFT dynamique et Monte Carlo dans le milieu de l'acier au carbone dans le milieu HCl-NN. Pour traiter ce travail, nous avons suivi le plan suivant. Après l'introduction dans laquelle on doit détailler l'objectif et la problématique de notre travail, on passe à la matériel des méthodes, puis résultat et discussion, on finit par nos conclusions et perspectives. Je remercie le comité qui a organisé ce premier congrès international pour l'environnement et pour les ressources naturelles et qui nous ont donné l'occasion d'être présentés ici parmi vous. Et je souhaite que je terminerai dans les minutes. Alors, je suis doctorant à l'INSAM de Meknes. En parallèle, je suis fonctionnaire dans l'éducation nationale.
Mon thème, c'est l'étude électrochimique, diminution de la corrosion de l'acier au carbone dans un milieu acide, HCl par un composé organique hétérocyclique insaturé. Donc le plan de ma communication, c'est donner une introduction, des objectifs, matériel et méthodes, ainsi que les résultats de discussion et une conclusion. Hello everybody, I'm honored to be with you today to present our work on aluminum synthesized perazolidine as corrosion inhibitor for carbon 1-1HCl medium, electrochemical magnetization surface, scanning visual microscopy, and atom force microscopy. We will start with the problematic. I will give the overview of the materials and the methods. We will explain the results and discussion. Finally, a conclusion. Many industry sectors concerned by corrosion are agriculture, agri-food, acid scaling, acid picking, clean urinage, incineration, chemical, petrochemical, and pharmaceutical industries, oil refining, oil and gas production. Thank you for your attention. Our work is the study of phase stability, electronic, magnetic, optical, thermal property of Hofstadter, cobalt, titanium, with the main group aluminum, cadmium, and antimony. We started by introduction, following by communication the earth and logic discussion, and we finish by the conclusion. Thank you for attention. La communication de moderne, morale, application innovantes pour la conservation naturelle des saucissons fermentés, exploitation combinée de l'huile essentielle de Thymus vulgaris et de la bactérie donc GSOSA, produite par Hydrocolus, bien sûr. Vous avez donc 10 minutes maximum pour. Bonjour tout le monde, je suis doctorante à l'EPST de Fès. J'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un extrait de notre recherche intitulée Application innovante dans la conservation naturelle de saucissons pour fermenter, exploitation combinée de l'huile essentielle de Thymus vulgaris et de la bactérie Cenoris introduite par Enterocopis ire. Commençons d'abord par une petite introduction. Face à la préoccupation croissante de la sécurité alimentaire, les bactéries pathogènes demeurent une menace dans l'industrie agroalimentaire, notamment des germes comme Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica sont responsables de plusieurs infections d'origine alimentaire, pouvant avoir des conséquences parfois graves, allant de troubles gastro-intestinaux à des complications plus sévères pouvant mener à la mort. Je vous remercie pour votre attention. Donc bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier la faculté polydisciplinaire de TESA qui nous a accueillis dans ces locaux. Également un grand merci pour tous les membres et les intervenants pour leur présence. Donc maintenant, je passe à la présentation de mon travail intitulé Caractérisation des effets cardiovasculaires et antioxydants de Serratomia silica. Alors pour le plan que je vais suivre, ça commence par une introduction sur l'hypertension artérielle, la présentation de la plante que j'ai choisie pour effectuer ce travail, matériel et méthode, les résultats que j'ai obtenus et ça finit par une conclusion. Un effet antioxydant assez fort a été déterminé par le test de balayage de DPPH et l'effet antioxydant traduit par l'inhibition du blanchiment du bêta-carotène était aussi important. Donc voilà qui m'amène à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, honorable assistant. Je me présente, je suis Fatima Zassousseli, doctorante au sein du laboratoire AgroViv à Marrakech. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé L'effet des champignons mycorhiziens arbusculaires et des stimulants à base de compost sur l'activité enzymatique antioxydante et sur la qualité de fruits de tomates, des plantes de tomates sous la norme des copercicum exposées au stress aigu.
de mon travail intitulé Optimisation des protocoles d'isolement de physiocadium polyéginol, l'agent causal de la tablure de Lévier. Alors, ma présentation est planifiée comme suit. Tout d'abord une introduction, matériel et méthode, résultats et conclusions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de rappeler l'importance de la culture de l'édifié, qui revêt dans le bassin méditerranéen une grande importance socio-économique et est considérée comme l'un des principaux secteurs de l'agriculture marocaine. Au Maroc, l'agriculture couvre 65% de la superficie agricole nationale, qui est de l'ordre de 1,1 million d'hectares, avec une production de 1,5 million de tonnes et un rendement moyen de 1,4 tonnes par hectare. Bonjour, je m'appelle Nadia Kalbi, prof formatrice au CNMF de Milan et doctorante en 4e année en FST de Milan. Donc, je vais vous présenter une partie de mes travaux de recherche intitulée L'évaluation de la contamination par les éléments traces métalliques chez Exinia Petida dans les zones d'épandage des eaux usées dans la région de Milan-Knefa. Notre plan de travail constitue d'une introduction, donc matériel et méthode, résultats, et se termine par conclusion. Donc, les effluents générés par les différentes activités industrielles et urbaines sont rejetés dans le milieu naturel sans aucun traitement préalable ou traités d'une façon inadéquate. Ces eaux usées sont chargées généralement par des polluants de type herbe organique ou minéral. Parmi ces polluants existent les éléments traces métalliques. Ces derniers constituent une véritable menace pour la santé parce qu'ils résistent à l'intérieur du milieu durant des années et sont très toxiques, même s'il existe à des concentrations très faibles. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente à Shakir, doctorant à la deuxième année de la faculté de sciences de Harvard, sous la direction de monsieur le professeur Al-Khattouri Abdoubi, représentant du membre de laboratoire de la biotechnologie, environnement, agroalimentaire et santé. Avant de présenter le sujet, je remercie vivement la faculté polydisciplinaire pour son accueil et je remercie infiniment tous les gens qui ont participé à l'organisation de ce congrès. Alors j'ai vraiment très honoré pour présenter une partie de mon sujet de recherche qui est consacré sur la bioremédiation des effluents de tannerie par les micro-organismes d'un biotope extrême marocain. Alors ce sujet-là sera présenté selon le plan suivant. On va commencer par une petite introduction consacrée sur le contexte d'étude, la problématique, et on va fixer les objectifs. Puis on va passer pour expliquer la partie matérielle et méthode consacrée pour réaliser ces objectifs-là, et on va présenter les résultats qui sont obtenus. On finira par une conclusion et perspective. Alors, depuis le deuxième siècle, le mot Maroc associe légèrement avec la fabrication de cuir, c'est-à-dire la transformation de peau des animaux en cuir, pour déterminer leur mécanisme exact d'élimination du crabe et de la voile. Et puis, finalement, on va utiliser ces bactéries-là directement sur les effluents de tannerie pour les débarrasser des éléments métalliques. Et finalement, je vous remercie infiniment pour votre attention. Donc, tout d'abord, je vous présente le plan de mon exposé. Après une petite introduction qui va aborder l'importance du plan médiatique à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale. On va passer aux contraintes avant de donner une petite définition de la maladie du Bayo. Après, on va présenter la gestion, les méthodes de la gestion et de lutte intégrée contre cette maladie, avant de vous présenter l'essentiel de nos recherches à propos de ce sujet. Tout d'abord, la distribution mondiale de palliatifs à l'échelle mondiale montre que les zones cultivées par les palmiers centrales étaient s'étalent de l'Afrique du Nord jusqu'à la Moyen-Orient, en allant jusqu'à le Pakistan. Donc c'est une zone limitée parce qu'elle demande des caractéristiques
climatologiques très spécifiques. Good afternoon, everyone. I am Elena Frey, PhD student in the Faculty of Science and Techniques of Tangier. Today I have the honor to present, to talk about a critical issue, antibiotic resistance in hospital effluents and its impact on the environment. Antibiotic resistance has become one of the most pressing threats to global public health. According to the WHO, issues related to antibiotic resistance can result 5 million human deaths each year. Unfortunately, hospitals play a central role in the spread of the illness through their effluents that can be discharged into the environment. Our main objective today is to coordinate research findings on antibiotic resistance, on hospital effluents and its impact on the environment. Hospital effluents constitute a complex mixture of chemicals, toxic contaminants, and infectious agents. And among the most concerning contaminants, there is markers of antibiotics resistance, like antibiotics and their metabolites, antibiotic resistance bacteria, and antibiotic resistance genes. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la présentation sous thème exploitation des potentiels antifongiques de 4 espèces algas de la côte atlantique du Maroc contre les champignons phytopathogènes, Verticillium et Fusarium. Le présent travail est élaboré au laboratoire de biotechnologie, écologie et valorisation des écosystèmes à la faculté des sciences d'Algérie sous la direction du professeur Mokoron Tassi. Ma présentation est organisée selon le plan suivant: généralité des problématiques, préparation des extraits algaux, évaluation antifongique in vitro des extraits algaux, effet des extraits algaux sur les phytopathogènes et conclusion et perspectives. Comme vous savez, les champignons phytopathogènes provoquent d'environ 70% du maladie chez les plantes. Savoir le Fusarium oxysporum qui induit chez les plantes la fusariose et aussi le Verticilliaria qui provoque la verticillose. First of all, I would like to thank the University of Multidisciplinary University of Teza for this opportunity. Then I would like to thank you all for your attention. My work is called The Highlighting of the Antioxidant Activity of Halopetis amphibius extracts using different methods. This work will follow the following plan. First of all is an introduction, then its materials and methods, after that is the results, and finally it's the conclusion. For the introduction, a free radical is a fragment obtained by splitting a molecule which has a single and paired electron. This makes this molecule with a great chemical reactivity. It is an unstable molecule, very reactive with its surroundings. These radicals are synthesized in the human body due to cellular respiration. An excess of these free radicals are responsible for cellular damage, specifically to DNA, which can promote diseases. Conversely, antioxidants fight against this oxidative stress. Seaweed, as green plants, synthesize countless secondary metabolites, which can play a role in the antioxidants. The isolation, identification, and characterization of these molecules are an important focus of researchers. Voici le plan qu'on va suivre. On va commencer avec une introduction, ensuite les objectifs, cycle d'études, échantillonnage, résultats et conclusions. En fait, au Maroc, et suite à la mise en œuvre de sa stratégie nationale de développement durable 2030, le secteur de l'éducation et de formation, suite à l'application de la loi cadre 51-17, les campus universitaires doivent accueillir et former les étudiants dans des sites qui doivent être écologiquement, économiquement et socialement durables. En plus de ça, les ressources au Maroc confrontent plusieurs problèmes de quantité liés à la sécheresse et de qualité liés à la pollution, d'où la nécessité d'utiliser les eaux non conventionnelles. Dans notre cas, on s'intéresse au traitement des eaux usées et leur valorisation.
L'objectif principal de l'étude est de développer un système intégré de gestion de l'eau pour le site de la faculté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ma présentation, je profite de cette occasion pour remercier la faculté pluridisciplinaire de DASA pour l'accueil. Je remercie également le comité organisateur pour la coordination de cet événement et je remercie tous ceux qui sont présents avec nous. Maintenant, je passe à ma présentation intitulée Effet éco-concept screening phytochimique des feuilles de Helioptria japonica réalisées par moi-même et mes collègues sous l'encadrement du professeur Brahim Sires. Au cours de cette présentation, je vais commencer avec une introduction, puis après matériel et méthode, par la suite résultats et je terminerai avec une conclusion. Dans l'introduction, je vais parler sur l'hypertension artérielle et l'objectif de notre étude. Comme vous le savez tous, l'hypertension est un problème de santé mondiale caractérisé par une élévation de la pression artérielle au-dessus du valeur normale, pour la pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et pour la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 31,1% de la population mondiale est hypertendue. Le plan de ma présentation est comme suivant. Je vais commencer par une introduction, matériel et méthode, résultats et discussion et conclusion. La vigne est une culture fruitière vivace. Pendant la vitis vinifera largement cultivée et sensible au froid et ne peut pas survivre à l'hiver rigoureux dans les régions où les basses températures sont extrêmes. La vigne est l'une des cultures les plus répandues dans le monde, avec une superficie de 7,5 millions d'hectares. Et au Maroc, la superficie de culture de la vigne est de 49 000 hectares pour une production de 230 000 tonnes. Les paramètres climatiques modifiés affectent la physiologie des cultures. Les paramètres et la qualité de leur productivité, le développement et la promotion de cette espèce dans les zones affectées par le changement climatique